Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que l'Égypte dispose vraiment de toutes les capacités qui sont nécessaires pour devenir un centre important des industries internationales et un point de départ pour les marchés du continent africain, du Moyen-Orient? Donc c'est la question principale dont on va discuter bien sûr durant les prochaines minutes avec les explications de notre invité de marque qui se trouve aujourd'hui au studio de l'Inter International, docteur Bernard Durand. C'est bien sûr un Français, mais avant même cela, c'est un, si je peux dire, professeur de mécanique de renommée internationale. Vous êtes le bienvenu sur l'Inter International. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présence. Et est-ce que nous devons poser cette question, à quel point vous trouvez que l'Égypte dispose vraiment les capacités afin d'être un centre mondial pour l'industrialisation? Alors, j'en suis persuadé. Et je pense que le gouvernement égyptien en est persuadé aussi. Parce que quand on regarde l'énergie déployée par le président El-Sisi, par son Premier ministre et par les membres de son gouvernement, on s'aperçoit qu'ils ont essayé de tisser et qu'ils tissent des relations avec tous les pays du monde. Le Japon, les États-Unis, l'Europe, même les pays des Balkans, l'Inde, la Chine, donc toutes les grandes puissances technologiques, scientifiques, mais aussi les pays moins forts, mais qui représentent un intérêt pour l'Égypte. Donc manifestement, l'Égypte veut se doter d'une industrie puissante dans tous les domaines des technologies, qui vont du textile, qui sont des biens essentiels pour les hommes doivent s'habiller, mais aussi l'agriculture, l'alimentation, et aussi les technologies plus avancées comme tout ce qui est électrique, voitures électriques, Internet, réseaux de commercialisation, des réseaux de distribution, infrastructures routières. Non, il suffit de regarder l'activité déployée sur l'Égypte pour voir qu'elle est en train de se doter des moyens nécessaires pour devenir un pays industriel qui va et qui devra compter. Ouais. Et alors bien sûr, en Afrique, c'est une puissance importante, ce sera donc une porte pour l'Afrique. Vous avez, avant le commencement de notre émission, vous avez, si je puis dire, un témoignage en ce qui concerne l'évolution de l'Égypte, l'évolution de l'économie égyptienne. C'est pas statistique, c'est simplement, je viens en Égypte, puisque j'ai des relations avec l'Égypte d'un point de vue scientifique et universitaire depuis plus de 15 ans. Et donc je viens en Égypte quasiment 2-3 fois par an, et actuellement je suis résident en Égypte. Dans le passé, je prenais des avions, et même au plus fort de la fréquentation touristique, les avions étaient bien remplis, certes. Les avions ont vu leurs passagers se raréfier dans une période difficile pour l'Égypte, mais aujourd'hui, quand je dois inviter un professeur français, je dois m'y prendre 3, 4, 5, 6 semaines avant, sinon les prix s'envolent et les places dans les avions n'existent plus. Et si vous prenez l'avion, vous apercevez qu'effectivement, il y a le tourisme qui reprend, mais il y a énormément d'hommes d'affaires qui travaillent sur leur ordinateur dans l'avion. Donc ça, c'est un signe qui n'est pas statistique, qui n'est pas, que je ne peux pas quantifier, mais c'est une impression. Et là, clairement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi a dit que l'Égypte était qualifiée pour devenir la plaque tournante des produits japonais. Et l'une de ses recommandations, même de ses instructions, c'est d'implanter une industrie du transport en Égypte. Et d'après lui, l'Égypte essaie de coopérer avec le plus grand défi mondial, de renforcer la production locale en passant de l'assemblage à la fabrication. Donc, est-ce que l'Égypte est capable d'être un centre? Alors, c'est tout à fait intéressant de parler du Japon, parce que le Japon est connu pour fabriquer des produits de qualité. Si l'on prend Toyota, Toyota a été le fabricant automobile qui a su introduire un système qui conduit aujourd'hui à avoir des véhicules parmi les meilleurs du monde. Et je voulais dire que le Japon, pendant la Deuxième Guerre du monde, était connu pour le manque de qualité de son armement. Donc vous voyez, on est passé d'un pays qui avait finalement des produits fabriqués avec beaucoup de non-qualité à un produit leader mondial dans la qualité. Et ben, je pense que c'est très important pour l'Égypte de prendre les savoir-faire japonais en matière de qualité et de les distribuer, de les disséminer à l'intérieur de l'industrie égyptienne. Parce qu'il me semble que c'est une
des difficultés qu'aura relevé l'Égypte, c'est faire des produits de qualité. Il n'y a pas de raison, elle a les connaissances scientifiques et tout, mais elle doit aller vers plus de qualité. Oui. Bien sûr, j'aimerais bien savoir votre commentaire en ce qui concerne les instructions, les mesures prises par l'État égyptien sur le terrain afin de faciliter de plus en plus ce qu'on appelle l'industrialisation ou l'approfondissement de l'industrialisation au sein de la société égyptienne. Le président Sisi a enjoint d'observer les standards techniques et en recourant à la technologie moderne de manière à conforter l'économie et l'industrie égyptienne. Donc, votre commentaire en ce qui concerne cela? Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, si l'Égypte s'industrialise, elle doit s'industrialiser aux meilleures normes mondiales en matière de technologie. Oui. Et pour ça, elle a la nécessité de former des gens. Elle doit former aussi bien l'ouvrier, justement à des procédures de qualité par exemple, elle doit former les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs. Oui. D'où la demande du président Sisi de développer certaines universités internationales, multinationales, enfin etc. Tous les recours, il a recours à tous les systèmes de formation et tous les systèmes de formation à l'échelle du monde, puisque pratiquement ici tout le monde est présent. On parle même de la création, de la poursuite de la création des universités technologiques. Voilà. Ça c'est très très important. Pourquoi? C'est très important. Pourquoi? Dans technologie, il y a technique et logie, science. Ouais. Donc, c'est la science appliquée pour fabriquer des objets technologiques. Ouais. Donc, c'est la valorisation des connaissances scientifiques et leur mise en œuvre par des procédures techniques qui amènent à la réalisation d'objets de haute valeur ajoutée. Ouais. Ça, c'est important. Et cette valeur ajoutée, vous pouvez la retrouver aussi bien dans des techniques classiques comme le textile, que dans des techniques les plus évoluées au niveau d'Internet ou des choses comme ça. Oui. Toujours, on essaye de poursuivre les efforts déployés de la part de l'État égyptien, déployés même de la part du gouvernement égyptien en ce qui concerne le dossier de l'industrialisation. C'est pourquoi le gouvernement a effectué des réunions sur la possibilité de produire et de fournir sur le marché d'un matériel de haute qualité à des prix compétitifs afin de développer l'économie et de satisfaire le besoin de la population. Donc, ce sont les efforts, ce sont les déclarations. Mais sur le terrain, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Pourquoi? Alors, il faut... tout pays qui se respecte technologiquement doit maîtriser minimum la conception et la fabrication des objets. C'est une question d'indépendance nationale, aussi bien militaire qu'économique. Si vous avez recours systématiquement à des solutions technologiques venant de l'extérieur, vous n'êtes pas totalement indépendant. Vous êtes dépendant et on vous donne ce qu'on veut bien vous donner, pas forcément la meilleure technologie. Donc, développer ses propres moyens, ses propres tracteurs, ses propres avions, ses propres drones, ses propres tout ce que vous voulez, eh bien, c'est le moyen d'apprendre et en même temps de maîtriser totalement l'objet et donc de pouvoir à un moment donné aussi l'exporter et faire valoir sa technologie. Si vous prenez la Chine il y a quelque temps, elle ne savait pas faire grand-chose au niveau technologie. Aujourd'hui, si vous prenez Internet, c'est elle qui va implanter la 5G dans le monde. Et elle concurrence les Américains. Ça s'est fait en 20 ans. Ouais. Elle ne l'a pas fait... elle a envoyé ses chercheurs partout dans le monde, elle avait beaucoup d'argent, donc elle a envoyé beaucoup de chercheurs, elle les a rapatriés en leur faisant miroiter des carrières, et c'est le cas, des carrières très intéressantes. Et ces gens-là ont développé des technologies qui aujourd'hui sont fabriquées en Chine et vont inonder le monde. En ce qui concerne les Chinois, par exemple, il y a des accords de partenariat qui ont été effectués ou entre le ministère de la production militaire égyptienne et les Chinois pour la co-fabrication de véhicules électriques et le transfert de la technologie connexe à l'Égypte. Donc, comment vous évaluez ce pas? Est-ce que l'Égypte essaye actuellement de prendre des initiatives ou être un leader en ce qui concerne la nouvelle technologie, en ce qui concerne les nouveaux produits qui vont être proposés sur le marché? Alors, il n'y a pas de raison que l'Égypte ne maîtrise pas la technologie électrique. Non, je vois autre chose là-dedans. Je vois quelque chose qui est les défis que l'Égypte a relevés, qui sont bien sûr des défis technologiques, mais aussi des défis de développement durable. On sait, la population croît sur le monde, et il va bien falloir que l'ensemble des pays
puissants puissent limiter les rejets à effet de serre. Et ça, l'électricité semble la solution pour les véhicules. Ouais. Donc, effectivement, l'Égypte là, va se doter de technologies qui vont lui permettre de pouvoir répondre aux meilleures normes internationales en matière de transport. Il y a encore du travail, mais maîtriser la fabrication de véhicules électriques, et la Chine maîtrise bien cette technologie, ça c'est un pas extrêmement important. Ouais. Donc, moi je vois plus ça dans ce sens, c'est-à-dire être conforme aux futures attentes des marchés internationaux, et que l'Égypte corresponde à ce que, quelque part, on va imposer à tout le monde à terme. Hein. On ne peut pas continuer à augmenter l'effet de serre indéfiniment, et donc et satisfaire en même temps les besoins des populations. Donc c'est une tendance qu'on peut penser inévitable. Donc elle est dans cette stratégie-là. Oui. L'une l'un des éléments de cette stratégie adoptée par l'Égypte en ce qui concerne l'industrie automobile, on trouve que l'Égypte essaye de faire des partenariats avec les Japonais, avec des entreprises japonaises dans le domaine de marque, bien sûr, dans le domaine de la construction des automobiles, pour, par exemple, faire des projets égyptiens qui visent à faire fonctionner les véhicules de transport en commun au gaz naturel au lieu des carburants, tant que l'Égypte dispose de grandes sources de gaz naturel. Donc c'est l'un des projets que l'Égypte cherche à concrétiser sur le terrain. Voilà, c'est la même approche toujours de l'histoire d'effet de serre. Ouais. En utilisant le gaz naturel, Ouais. qui a une molécule assez petite, etc., Ouais. en matière de carbone, pour faire simple, eh bien, nous polluons beaucoup moins qu'en utilisant les ressources pétrolières. Ouais. Il est clair que l'Égypte doit aussi s'orienter vers des biocarburants, par exemple. Donc la chimie et la biologie devront également intervenir dans ce développement, parce que quand même, aujourd'hui, la chimie du carbone, c'est quand même l'essentiel de la chimie mondiale, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau de tout ce qui nous entoure, en termes d'objets, en termes de... même dans une voiture, énormément de matières sont en plastique, hein. Près de 30% des matières sont issues du pétrole, hein, Ouais. directement, Ouais. même plus pour certaines. Puisque les nouveaux véhicules, par exemple, qui feront appel aux matériaux composites, eh bien là encore, on va vers un taux de plastique bien supérieur. Ouais. Donc l'Égypte cherche l'économie verte. Moi, je pense, oui, je pense qu'elle veut développer, elle veut s'industrialiser, mais aussi en regardant... Et l'économie verte attire plus d'investissements. Évidemment. À terme, tous les pays industriels devront se conformer à l'énergie verte, États-Unis y compris. Parce qu'il ne faut pas croire, les positions actuelles des États-Unis sont de Trump dit le niveau de vie des Américains n'est pas négociable, nous continuons, etc., à extraire du pétrole et tout. Sauf que dans les États, et dans certains États en particulièrement développés scientifiquement, il y a des décisions concrètes en matière de protection de l'environnement. Ouais. D'après ces deux exemples que je viens de proposer, cette coopération avec les Chinois d'une partie et avec les Japonais dans l'autre partie, dans le domaine de l'industrie automobile, on trouve que l'Égypte essaye de diversifier ses partenaires industriels. Non seulement avec les Japonais, les Chinois, mais aussi avec les Français, les Allemands, en passant par même les pays de l'Europe de l'Est. Absolument. La Biélorussie, les pays de Balte, et ainsi de suite. Absolument. Je suis totalement d'accord avec vous. L'Égypte a regardé ce qui se faisait un peu partout et essaye d'attirer ses compétences et de les mettre en concurrence. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est... Voilà. Elle a la capacité, puisqu'elle démarre quelque part une nouvelle industrie, elle s'industrialise, elle a la capacité d'attirer, c'est un marché important, elle a la capacité d'attirer les entreprises, eh bien, elle va tester en direct les différentes compétences et les différents moyens. Oui, mais ce qui est très remarquable encore, c'est que l'État égyptien essaie de transférer même les nouvelles technologies les plus sophistiquées au niveau international dans le domaine de l'industrie et essaie de transférer ces industries sur la terre égyptienne. Oui. Essaye de former la main-d'œuvre égyptienne. Absolument, c'est ce que je vous disais. Puisqu'elle s'industrialise, autant s'industrialiser aux meilleurs standards. Pourquoi repartir 20 ans en arrière? Donc, regardons ce qui se fait de mieux et implantons là
en Égypte. Oui, c'est logique. Oui, oui. Vous venez même de dire les Américains, les Chinois, les conflits au niveau du climat, au niveau du commerce, ainsi de suite. Et il y avait une déclaration faite par Dr Moussa Madbouli, c'est le Premier ministre égyptien. Selon lui, l'économie égyptienne a fait preuve de solidité au cours de la période écoulée face aux défis mondiaux auxquels toutes les économies du monde sont confrontées. À quel point vous êtes d'accord ou vous partagez ce même point de vue? Ben, c'est un peu ce que je vous disais avec mon avion tout à l'heure. J'ai vu l'évolution permanente et continue de cette attractivité. Oui. Donc oui, l'Égypte a passé les soubresauts économiques qui ont touché différents pays ces derniers temps. Et ça ne s'est pas vraiment vu, il n'y a pas vraiment eu de ralentissement de l'économie égyptienne. Ça veut dire que eh bien, les voyants sont ouverts, il n'y a pas de raison. Donc vous êtes convaincu que l'économie égyptienne est devenue de plus en plus résiliente? Alors la résilience, c'est quelque chose de compliqué. Je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais elle a résisté, oui. Elle a résisté aux différentes influences qui ont touché certains pays, oui. Ouais. De votre point de vue, cette solidité au niveau de l'économie égyptienne a donné plus de confiance aux investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers, afin d'être de plus en plus développés pendant la prochaine période, la prochaine phase en Égypte. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec cela ou non? L'Égypte apparaît, à mon sens, compte tenu de ma connaissance, comme un des pays les plus stables dans la région. Donc ça inspire confiance. Et puis, si des capitaux il doit y avoir dans cette région, l'Égypte est incontournable. Donc voilà, ça me semble être la solution, la porte, comme vous dites, sur l'Afrique. Donc, de votre point de vue, même aux yeux d'un industriel académique, un homme qui fréquente même les milieux d'affaires occidentaux, est-ce que vous trouvez que ici en Égypte, on est devenu une opportunité prometteuse dans le domaine de l'investissement? Oui ou non? Oui, vous êtes une opportunité prometteuse pour deux raisons. Par exemple, vous avez une main-d'œuvre qui. Le coût de la main-d'œuvre n'est pas très élevé, donc vous avez une main-d'œuvre peu élevée en termes de coûts. Vous avez aussi des gens qui sont qualifiés, qui participent dans différentes universités à des formations multiples et aussi technologiques. Et vous avez aussi, me semble-t-il, un peuple courageux qui travaille beaucoup, même la nuit. L'endroit où j'habite, ça travaille nuit et jour, samedi, dimanche. Donc, c'est rentable pour les investisseurs. Imaginez. Oui, l'atmosphère est bonne, l'atmosphère même climatique. Voilà. Donc, moi, je pense que oui. Donc, ce que vous venez de souligner, c'est un point essentiel en ce qui concerne la sécurité et la stabilité. Voilà. Les gens travaillent nuit et jour. Oui, absolument. Il y a deux freins. Il y a deux freins. La qualité. Il faut que le travail soit améliorer la qualité du travail effectué. C'est-à-dire améliorer les exigences que l'on a vis-à-vis du travail effectué. Et la deuxième chose, c'est éventuellement simplifier les procédures administratives. Mais ce n'est pas toujours évident. Je suis français, on en parlait tout à l'heure dans le couloir, les procédures en France ne sont pas spécialement simples. En Allemagne non plus. Je les connais aussi. Donc je sais que ce n'est pas simple. Mais la simplification administrative, c'est important, oui. Parce que c'est du coût de travail qui ne sert à rien au final. On va parler un peu plus, avec un peu plus de détails de ce sujet, mais encore une fois, ce que vous venez de souligner, les gens travaillent jour et nuit, c'est un indice très important, très excellent pour les investisseurs. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications? Pourquoi? Ça représente quoi pour les étrangers, par exemple? Eh bien, si on a une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est courageuse et qui fabrique les produits avec la qualité nécessaire et la productivité nécessaire, ben, la rentabilité de l'entreprise sera d'autant plus importante. Donc, voilà, si vous avez. Mais cela ne représente même un indice sur le niveau de la sécurité, le niveau de la stabilité au sein de pays qui se trouvent même au cœur d'une région
et qui est en trouble. Bien sûr, oui, c'est ce que je vous dis. Comme tout le reste est troublé, vous êtes là le pays le plus stable. Donc inévitablement, on trouve une main-d'œuvre importante, on trouve un coût de main-d'œuvre qui est tout à fait acceptable. Il suffit de la former un peu pour arriver au standard de qualité mondiale. Et vous avez aussi des gens bien formés dans les meilleures universités qui se trouvent ici. Je pense qu'il y a une opportunité considérable. Oui. Ouais. En fait, le Premier ministre égyptien a dit que l'industrie ici en Égypte représente une question de vie ou de mort. Absolument, comme partout. Oui, comme partout. Pourquoi? Avant de vous de présenter les autres déclarations ou même les autres mesures. Alors, moi je suis ingénieur de formation et j'ai l'habitude de dire qu'en France, toute ma carrière, j'ai vu que des fermetures d'usines. Et j'ai vu la France se désindustrialiser. De très grande puissance industrielle, elle est devenue une puissance industrielle inférieure à l'Allemagne, etc. Et je pense que ça a aussi contribué à une perte de richesse, à une augmentation du chômage et bien sûr à un traitement social de cette situation, donc une ponction plus importante d'argent pour traiter socialement ces déshérités. Donc la France commence à se réindustrialiser petit à petit. Et donc elle se réindustrialise aussi aux standards mondiaux, comme on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire aux meilleurs standards mondiaux. Et je pense qu'un pays aujourd'hui moderne se doit d'avoir une industrie puissante. Il ne peut plus se satisfaire uniquement de l'agriculture et du commerce. Son indépendance passe aussi par la capacité de produire et de distribuer. Bien sûr, donc c'est la déclaration, le slogan pour l'Égypte actuellement. Mais sur le terrain, on trouve que, d'après les déclarations faites par le Premier ministre Dr Moussa Madbouli, l'Égypte ou le gouvernement égyptien s'attache à encourager de plus en plus le secteur privé, soit local ou étranger, à être présent en Égypte, d'autant que l'Égypte compte de nombreux domaines et que son taux de croissance économique est l'un des plus élevés au monde. Donc il y a plusieurs facteurs à analyser ici. Premièrement, pour préserver, si je puis dire, le trajet de ce taux très fort de croissance économique, nous devons travailler toujours sur ce point, l'industrialisation. Oui. Ça, c'est... Oui. Vous êtes obligé d'avoir toute la panoplie de l'économie, économie primaire, secondaire, tertiaire. Et tout est lié, tout est interdépendant. Vous ne pouvez pas avoir que du primaire parce que vous serez dépendant du reste, vous serez obligé d'acheter tout à l'extérieur, ça vous coûtera extrêmement cher, vous n'aurez pas de valeur ajoutée, donc vous n'aurez pas les moyens, l'État n'aura pas les moyens d'engranger énormément d'argent. Donc, et aujourd'hui, toute activité secondaire, donc d'industrialisation, ne peut pas se passer d'une industrialisation tertiaire très efficace avec les réseaux sociaux et tout ce qui tourne autour de l'Internet et du management des entreprises. Donc on est obligé d'avoir ces trois secteurs. Ça me semble une évidence. Je prenais l'exemple du textile. L'Égypte avait le coton le meilleur du monde, la référence mondiale, le Giza longue soie. Il a quasiment disparu. C'est dommage. C'est dommage. Mais il y a bien sûr un plan national. C'est bien. En ce qui concerne la culture, le réagriculture. Voilà. C'est super. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que l'Égypte a une réputation mondiale dans ce secteur. Et le textile, il ne faut pas croire, c'est énormément d'argent dans le monde. C'est des produits où il y a les plus hauts taux, de bénéfices. Vraiment? Bien sûr, beaucoup plus que sur une pièce mécanique. Vraiment? Oui, si vous prenez un t-shirt, le prix en magasin est multiplié par 10. Vous ne trouverez jamais une pièce mécanique où le prix est multiplié par 10. D'accord? Donc entre la production et le consommateur, vous avez les plus grands différentiels en matière de prix dans le textile. Donc non, il faut pas délaisser ça. D'ailleurs, regardez dans le monde, les plus grandes fortunes, si je prends l'espagnol Zara, c'est un textilien. On va essayer de parler un peu plus de cela, mais justement, il y avait un message de la part du gouvernement égyptien
c'est l'encouragement du secteur privé, que ce soit Oui. local ou étranger, international, afin d'être présent de plus en plus dans le système économique de l'Égypte. Donc c'est le message, les récepteurs de ce message. Oui, bah, je pense que c'est nécessaire. Alors, il y a toujours des équilibres à garder. Ça, c'est aux politiques égyptiennes de les déterminer, mais je pense que plus de privé ne nuira pas à l'Égypte. Au contraire. On redéfinit en fait les critères objectifs des marchés internationaux. C'est bien. Alors, il faut accompagner par contre les industries locales et ne pas les confronter directement peut-être aux industries internationales, mais qui ont des moyens qui peuvent être considérables et déstabiliser les industries locales. Ça, c'est des décisions politiques. Mais ce qui est très remarquable actuellement, c'est ce qu'on appelle, c'est que le gouvernement égyptien appelle le secteur privé à être un partenaire essentiel dans l'économie égyptienne, de la croissance économique égyptienne. Oui, ça me semble nécessaire, essentiel. Ma perception, c'est qu'il n'est pas assez présent aujourd'hui. Donc il doit se développer. Votre perception, c'est quoi? Ma perception, c'est que le secteur privé n'est pas assez développé aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que pour répondre à des appels d'offres, à des appels à projets, et que le privé puisse être concurrentiel par rapport à d'autres partenaires qui répondent à ces appels à projets, il faut que le marché soit objectif, libéral, vous comprenez? Non, un peu plus d'explications, oui. Bon, il s'est passé un peu les mêmes choses dans d'autres pays, hein, même en France. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, vous proposez la construction de je ne sais pas quoi, un objet quelconque, une usine... L'État ne doit pas dominer de cela. L'État doit savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est important pour son indépendance, sa indépendance militaire, son indépendance stratégique, et qu'est-ce qui peut être totalement livré au privé pour développer les meilleures méthodes de management et d'efficacité. Et créer aussi de la confiance par rapport aux autres entreprises venant de l'extérieur, et même ses propres entreprises. Autre déclaration, c'est le Premier ministre a déclaré que le gouvernement tenait à résoudre tous les problèmes au plus vite possible et à chercher même l'intérêt commun de toutes les parties, en particulier dans le but d'encourager le secteur privé à travailler en Égypte, ce qui fournit de nombreuses opportunités d'emploi et aide au lancement de l'économie égyptienne. Mais bien sûr, bien sûr. Il est clair que tout ce qui favorisera l'emploi sera bien pour l'Égypte. Premièrement, sa stabilité, parce que si les gens ont un emploi ou des rémunérations, ils sont contents, ils ne vont pas forcément chercher à changer ça. Donc oui, bien sûr, c'est important. Et puis si concrètement l'environnement évolue positivement, les gens sont satisfaits et ils ne vont pas vouloir que ça change. Donc infrastructure, développement, etc. Par contre, il y a, à mon sens, des choses, et c'est très bien dit dans un certain nombre d'articles qu'on lit, c'est qu'il y a les futurs défis à surmonter, qui sont l'eau, les assainissements, etc. Donc, voilà, il y a du travail énormément à faire aussi là-dessus. Et l'État... Mais pour clôturer cette édition, je crois que l'État égyptien a essayé, dans la période passée, de faire cette infrastructure, d'ouvrir ou frayer les terrains ou le chemin pour que les investisseurs, le secteur privé, être très présents après cela. Parce que d'après la stratégie ou la vision de l'État égyptien, on a pris la grande partie de construire cette infrastructure sur les terrains. C'est le but essentiel. Et après cela, le monteur, ça sera le secteur privé. Voilà. Je vais reprendre la France comme ça. Beaucoup d'entreprises ont été nationalisées à un moment donné. Et on s'est aperçu que l'État français n'était pas un bon manager d'entreprise. Parce que l'État oriente le management des entreprises vers des intérêts politiques et pas des intérêts managériels du privé avec la concurrence des autres sociétés. Donc je pense qu'il faut laisser un certain nombre de secteurs au privé et puis
que l'État conserve des secteurs qui lui apparaissent comme stratégiques pour son développement. Monsieur Bernard, bien sûr, nous allons essayer de continuer, de poursuivre même notre discussion avec vous en ce qui concerne le dossier de l'industrialisation en Égypte, mais justement, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, de m'avoir monsieur. invité. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Bon, suite de notre programme sur Alternative International.